Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les conditions de l'écriture et de l'écriture politique. Qu'est-ce que c'est que ce besoin constant parallèle à la vie, constant d'écrire? Contrairement à Sartre, Duras ne pourra jamais écrire qu'elle a connu naisser sa vie comme elle la finira sans doute, au milieu des livres. Enfant, elle n'aura pas davantage vécu au milieu des mots mais plutôt au sein de tensions familiales où la seule éloquence était celle du silence. Déterminer chez elle l'archéologie et la genèse de l'acte créateur, revient à relever le jeu des influences linguistiques et littéraires dans la formation de la sensibilité et du goût, à rechercher dans les premières manifestations de la vocation le rôle qui est d'emblée dévolu à l'écriture, et à repérer les intermittences, les réticences et les refus de cette écriture autant que ses exigences et ses finalités. On abordera ensuite les textes dits politiques, en s'efforçant de les discerner dans l'œuvre et de les confronter aux engagements personnels de Marguerite Duras dans les luttes de son temps. À la base de cet intérêt pour les mots, il faut prendre en compte la langue de prédilection dans laquelle s'exprime la jeune Française d'Indochine et qui a pu s'imposer à elle par son phrasé, sa segmentation, sa musique, et sa façon de donner sa plénitude lexicale et sémantique au mot principal. L'écrivain en a gardé en elle le modèle. Le vietnamien est une langue monosyllabique, simple, qui ne comporte pas de conjonction de coordination. Il n'y a pas de temps non plus. On ne dit pas « je suis allé hier », on dit « je vais hier ». Au lieu de dire « cette femme, je l'ai beaucoup aimée », on dit « je l'ai beaucoup aimée, cette femme ». C'est beaucoup cela mon style, un report à la fin du mot majeur. Du mot qui compte. Quant aux lectures de jeunesse, il faut distinguer celles qui ont favorisé la vocation en cristallisant la sensibilité autour de certains éléments, thématiques ou esthétiques, et celles qui ont été menées parallèlement à la pratique personnelle de l'écriture, l'influençant nécessairement peu ou prou. À côté des livres de Pierre Benoît, Pierre Loti, Roland d'Orgelès, de pièces de boulevard, et des livres obtenus à titre de prix scolaire, sous l'escalier où se trouvaient les quelques 10 livres de la maison, il y avait Les Misérables. Confirmé par l'expérience personnelle de la misère, ce chef-d'œuvre œuvre a pu exacerber la sensibilité à l'injustice sociale et l'expression de la douleur. À Paris, les lectures se font plus éclectiques. La découverte de la Bible favorisée par le petit juif de Neuilly se transforme en une fréquentation quasi quotidienne du livre saint, de son incantation, de son récit, et développe en Duras le goût du mystère, de l'absolu, du sacré. La même postulation vers l'infini la touche chez Pascal, chez Baudelaire, la violence mortelle terrible qui conditionne tout, chez Madame de Lafayette la manière dont elle remonte le personnage de la princesse de Clèves comme un fleuve, et tout le dérèglement de l'écrit. Elle s'enchante de la musique de Racine, de l'intimisme des confessions de Rousseau, de la pure écriture de Tolstoï, de la grande coulée centrale de la douleur du prince mourant dans Guerre et paix, autant que du type d'attitude très dur et coléreux de Renan dans la vie de Jésus-Christ et de la représentation des sorcières chez Michelet. Autant d'éléments que sa propre écriture intégrera. Pourtant, si forte que soit l'empreinte de l'écrit des autres dans la préhistoire puis dans l'histoire de l'écriture durassienne, il semble que celle-ci soit animée d'un autre esprit que celui du mimétisme. Comment, au sein d'une famille liée par les non-dits et en quête de revanche sociale, l'engagement dans l'aventure du verbe pourrait-il être encouragé, voire autorisé? Aussi l'affirmation de la vocation littéraire est-elle d'emblée vécue comme un défi, et la pratique de l'écriture liée durablement à un sentiment de transgression. Écrire, un acte d'agression et de transgression intrinsèque. Écrire, on croit que c'est facile, c'est le contraire, vous le savez, c'est l'enfer. L'écriture en elle-même est violente, selon Barthes, en tant qu'elle est la pesée d'une trace irréversible. Autant dire que chez Marguerite Duras, qui a toujours présenté son enfance comme le temps des haines et des conflits, la violence familiale, larvée et effective, gravait son empreinte à l'eau forte. Le stylet des origines joint à la volonté de peser sur le monde en force et profondeur, a marqué un style devenu reconnaissable entre tous. Enfer ou ciel, qu'importe, écrire est pour Marguerite Duras l'activité sacrée par excellence, toujours recommencer, observer, raconter, jamais banale. S'il en est ainsi, c'est qu'a survécu intacte, une vocation qui est née dans un esprit d'opposition à la mère, à son vouloir et à son pouvoir. Je veux écrire. Déjà je l'ai dit à ma mère, ce que je veux c'est ça, écrire.
Pas de réponse la première fois. Et puis elle demande, écrire quoi? Je dis des livres, des romans. Elle dit durement, après l'agrégation de mathématiques tu écriras si tu veux, ça ne me regardera plus. Elle est contre, ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague, elle me dira plus tard, une idée d'enfant. Cette vocation contraire à la mère et à la mémoire du père, mathématicien de formation, place d'emblée l'écrivain dans le camp des opposants, des décalés, des réprouvés, des parias, des enfants, des fous. Dès lors et pour toujours, l'écriture est liée à une pratique de l'infraction, à un exercice de transgression et à un besoin d'émancipation. Aussi n'est-il pas rare que dans l'œuvre, en dépit des figures dominantes de la famille ou du couple, un personnage, femme ou enfant, se révèle aux autres par le refus et la mise à bas des structures en place. La violence est une chose, dont on a donc toujours tout au long de sa vie la vocation profonde. Je pense que ce n'est pas étranger au fait que j'écris. Le fait que l'écrivain ressente comme une double infraction le fait d'aborder enfin et après coup le douloureux sujet des Juifs. J'ai osé écrire sur les Juifs, déclare-t-elle en 1981 à Montréal, montre que si l'écriture procède d'une volonté de transgresser la loi familiale du silence, d'autres traumatismes plus puissants parviennent eux, à la réduire durablement au silence. Ne pas pouvoir écrire. Il n'y a pas de temps où je n'écris pas, j'écris tout le temps, même quand je dors. Elle est dans une création de tous les instants, elle est dans une écriture discontinue, sans fin. Duras s'est appliqué à poser et ancrer le principe d'équivalence absolue entre sa vie et son activité créatrice. Pourtant, si elle peut torcher un livre en 3 semaines, comme la Musica qui s'est jouée dans le monde entier, et qui est de cette veine-là, tous les sujets ne bénéficient pas de la même facilité d'écriture, notamment les 2 expériences traumatisantes que sont la Seconde Guerre mondiale et la première bombe atomique. En 1980, dans Les yeux verts, elle analyse cette incapacité en des termes qui renseignent sur les conditions de l'écriture, en particulier de l'histoire. Je n'ai jamais écrit sur la guerre, sur ces instants-là, jamais non plus sauf quelques pages sur les camps de concentration. De même, si Hiroshima ne m'avait pas été commandé, je n'aurais rien écrit non plus sur Hiroshima et lorsque je l'ai fait, vous voyez, j'ai mis face au chiffre énorme des morts d'Hiroshima l'histoire de la mort d'un seul amour inventé par moi. Je pourrais écrire le ravissement de l'Olvestein, dans un pays à feu et à sang. J'écrirai aussi bien le vice-consul partout, à Cuba, à Kaboul oui, à Kaboul le vice-consul oui, c'est ça. En Russie non, je ne peux pas. Plusieurs remarques s'imposent. La première concerne les limites de l'écriture. Écrire est donc facile, sauf quand il s'agit d'écrire sur la guerre de 39 à 45, et si pendant cette période, l'écriture ne tarit pas, elle se tient à bonne distance de l'événement, dans les marges du romanesque. Premier roman des tensions familiales, Les Impudents qui paraît en 1943, l'année où Sartre présente Les Mouches, n'a rien à voir avec les circonstances, pas plus que La vie tranquille, paru L'. Année suivante, et il en est ainsi jusqu'à la commande d'Hiroshima mon amour, 1960, faite par Alain Resnais. Par ailleurs, l'exemple du ravissement de l'Olvestein, 1964, roman des arcanes de l'être traumatisé par la trahison amoureuse, est cité ici comme l'œuvre littéraire par excellence, étanche au contexte historique. La seconde remarque concerne les limites de cette incapacité à témoigner. Marguerite Duras a bel et bien tenu, d'avril 45 à l'été 46, un journal de guerre dans lequel elle consigne les tourments de l'attente qui suit l'arrestation et la déportation de son mari Robert Antelme, ainsi que les épreuves que lui impose son activité de résistante. Ce témoignage qui devait originellement s'appeler La guerre, ne paraîtra qu'en 1985 sous le titre de La douleur. Pourtant, pour capital qu'il paraisse, elle déclare dans la préface n'avoir aucun souvenir de l'avoir écrit, et la découverte de ce journal dans 2 cahiers des armoires bleues de Naufle-le-Château serait des plus fortuites. Regardons de plus près les conditions de sa création et de sa publication. Marguerite Duras donne en 1976 à la Revue de Femmes Sorcières, en le présentant comme un texte de jeunesse, le récit du corps martyrisé d'un déporté luttant pour sa survie. Elle ne le signe pourtant pas. En 1984, elle le publie à nouveau dans le recueil d'articles intitulé Outside, mais cette fois précédé d'une importante préface qui nous apprend que ce texte a eu une diffusion orale, qu'il n'est plus anonyme, et que si on le considérait comme un texte politique, ce statut en réduirait la portée, laquelle se veut universelle.
Je l'ai retrouvé dans un cahier, une sorte de journal intemporel que je tenais pendant la fin de la guerre. Ce n'est pas un texte politique, c'est un texte. Sans qualification. Je crois que je l'ai écrit pour ne pas oublier ce qu'un homme peut devenir, ce qu'on peut lui faire subir. Et la permanence de l'amour qu'on peut lui porter. C'était ici le cas. Ce texte apparut dans la revue Sorcière il y a quelques années, sans ma signature, anonyme. Parce qu'il m'avait paru incongru, presque indécent de me réclamer d'un survivant pour témoigner de l'horreur fondamentale de notre temps, les camps de concentration allemands. Maintenant j'ose dire que c'est moi qui ai écrit ce texte-là. Je crois que je peux le dire sans rien enlever à la généralité du texte, à la portée universelle de ce qu'il dit. En 1985 enfin, Marguerite Duras publie sous le titre général de la douleur, le texte intégral du journal intitulé La douleur, suivi de Monsieur X, dit Pierre Rabier, histoire vraie jusque dans le détail, qu'elle n'a pas publiée avant, par égard pour la femme et l'enfant de cet homme nommé ici Rabier, suivi de 2 textes où elle transpose la réalité sous le travestissement des noms. Albert Descapitales et Terre le milicien, et pour clore le recueil, de 2 textes déclarés inventés, L', Horty Brisé et Aurélia Paris. Elle les publie pour des raisons de contrat passé avec l'éditeur, non seulement commercial mais aussi moral, parce que POL a publié les textes de la poétesse juive Leslie Kaplan. Dans sa préface, l'auteur de La douleur insiste sur cette amnésie singulière qui confère au texte un statut fantastique. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit, je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte, je revois l'endroit, la gare d'Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce journal quand l'aurais-je écrit, en quelle année, à quelles heures du jour, dans quelle maison. Je ne sais plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là, il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert L. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis? Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années, dans cette maison de campagne régulièrement inondée en hiver? La première fois que je m'en soucie, c'est à partir d'une demande que me fait la revue Sorcière d'un texte de jeunesse. La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis retrouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher, et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. À l'accusation de mise en scène que portent contre elle les professionnels de la littérature et de la critique, Marguerite Duras répond en juillet 1985 dans les Cahiers du cinéma par un nouveau serment de sincérité, en distinguant le cas particulier de la nouvelle principale, non retouchée, non écrite, de celui des autres, rédigé en 84 à 85 d'après les notes prises en 45. Je n'ai presque pas corrigé. C'est néo-réaliste comme la littérature de ce temps-là. Mais pas la douleur. Là, la réalité est tellement terrible qu'elle en est irréaliste. Je n'ai pas triché sur la douleur. Comment voulez-vous? Rabier a été écrit maintenant, mais également à partir de nombreuses notes. Je peux montrer les cahiers. Je ne sais plus où je les ai écrits. Je devais avoir gardé les journaux pour citer les articles comme je le fais. C'est sûr. Mais où était-ce? Dans la maison de déportés? Et quand? Quand j'ai été sûre que Robert L. vivrait, cela c'est sûr. C'est peut-être après ses vacances de 46? Dans les mêmes cahiers, je retrouve les premiers brouillons du barrage, du marin de Gibraltar, de Madame Dodin, et d'interminables récits de vacances dans ce même lieu à partir duquel a été écrit Savannah Bay. Sans entrer dans la polémique, parce que tous les lecteurs de la douleur ont perçu la nature viscérale de l'attachement par lequel son auteur lui est lié, et le statut de témoignage authentique, non écrit, à la fois sur l'histoire et sur l'amour qu'il tient à lui donner, on peut toutefois noter la présence de 2 écritures successives dans les pages qui le composent. Les 48 premières pages se présentent comme un journal qui est tenu de manière suivie, à défaut d'être quotidienne, où abondent les références précises et les éléments de vérité. La narration simultanée rend quasi synchrone le temps des événements et celui de l'énonciation. Elle est concentrée sur une brève période, celle de l'attente du retour, et l'écriture est homogène. Les suivantes, au contraire,
sont rédigés à une certaine distance de l'événement majeur que constitue le retour de Robert Antelme et font l'objet d'une narration ultérieure qui se déroule au gré d'une mémoire affective, apte à faire revivre au présent les scènes restées intactes, mais embrassant un champ temporel tel qu'il est impossible de déterminer le moment de l'énonciation. Je ne sais plus quel jour c'était, page 61, dans mon souvenir, page 65, une fois nous sommes à Saint-Joriot sur le lac des Apostrophes. Annecy. C'est en août 1945, page 76, puis le temps a passé encore, page 77. Il a écrit un livre sur ce qu'il croit avoir vécu en Allemagne, l'espèce humaine. Une fois ce livre écrit, fait, édité, il n'a plus parlé des camps de concentration allemands. Il ne prononce jamais ces mots. Jamais plus. Jamais plus non plus le titre du livre, page 77. L'édition de l'espèce humaine date de 1947, et La douleur paraît en 1985, 5 ans avant la mort de Robert Antelme, qui n'appréciera pas le texte. Dans les 3 dernières phrases citées, l'énonciateur paraît se situer dans le temps qui précède la publication de son récit. Celui-ci n'a donc pas été écrit, comme le prétend son auteur, dans sa totalité en 45 à 46, sous la dictée des événements. Le cas de la douleur est donc particulier à plus d'un titre. Non seulement c'est le seul texte, tout ou partie, que Marguerite Duras écrit en direct de l'histoire, mais c'est aussi sa première et sa plus authentique expression autobiographique. On ne saurait tricher avec la douleur. Pourtant, sa publication différée de 40 années rend complexes les rapports entre le temps de l'écriture, celui de la narration et celui de la diégèse, quasi synchrone, et le temps de la réécriture et celui de l'édition, bien ultérieur. Cet écart change considérablement les données de la réception. Un texte politique garde-t-il son actualité de manière illimitée ? Sa dimension historique le rend-elle, paradoxalement, atemporelle ? Et au-delà des allusions devenues obscures, se charge-t-il d'une dimension philosophique et éthique ? Les lecteurs de 45 à 46 auraient-ils apprécié tant d'authenticité, d'autobiographie, de réalisme, dans la même disposition d'esprit que les lecteurs de l'Amant 1984, lisant La douleur l'année suivante ? Le cas de ce livre pose aussi le problème de la frontière entre l'écriture intime, la motivation de son expression, les raisons de sa discrétion, le poids des interdits d'une part, et de l'autre, l'écriture publiée, publique, remaniée probablement selon des critères particuliers, esthétiques, politiques ou commerciaux. Il confirme en tout cas, par l'occultation de la mémoire de l'écriture, l'état de choc qui empêche par ailleurs l'écriture quand sa finalité est le témoignage. Il nous incite à nous interroger sur la place, le sens, et le statut que prend le sentiment de la douleur dans la perspective d'un rapport de l'auteur au monde. Quels sont chez Marguerite Duras les foyers de douleur ? Quelle relation la douleur entretient-elle avec l'écriture ? La provoque-t-elle ? L'inspire-t-elle ? L'empêche-t-elle ? Peut-on encore écrire quand on ne peut même plus parler ? Je me souviens du 6 août 1945. On était mon mari et moi dans une maison de déportés près du lac d'Annecy. J'ai lu le titre du journal sur la bombe d'Hiroshima. Puis je suis sorti précipitamment de la pension, et je me suis adossé au mur devant la route, comme évanoui debout tout à coup. Même en 1945, pendant la découverte des charniers allemands des camps de concentration. Je ne pleurais pas, j'étais apparemment comme d'habitude sauf que je ne pouvais plus parler du tout. Pouvoir pleurer, pouvoir parler, pouvoir écrire, équivalence duracienne. Si la douleur est trop forte, elle reste muette et stérile. Ainsi en est-il des 2 événements traumatisants de la guerre et de la bombe atomique. Il convient de leur en ajouter un 3e, celui du communisme soviétique, terreur du goulag, de Cuba, de Kaboul, de Prague, qui a créé un nouveau type d'homme, l'homme fait avec de la peur, et dont le champ d'action est par définition incompatible avec la littérature. En Russie, non, je ne peux pas. La 3e et dernière remarque qu'inspire la déclaration de Marguerite Duras sur son incapacité à écrire sur la guerre tient aux 2 autres exceptions qu'elle évoque, à savoir Hiroshima mon amour, le scénario qu'Alain Resnais, désireux de faire un film sur la paix, lui commande en 1960, et cette création spontanée mais infime qu'elle désigne par la périphrase évasive, quelques pages sur les camps de concentration, et qui pourrait faire référence autant à Aban Sabana David, 1970, qu'à l'un des 3 textes d'Aurelia Steiner, 1979. Si l'on écarte la première exception dans la mesure où elle n'en a pas eu l'initiative,
On peut dater de 1970 l'apparition du génocide nazi comme sujet politique et romanesque dans son œuvre. Cette résurgence soulève une série de questions. Quel recul Marguerite Duras doit-elle prendre par rapport à l'histoire, quel délai lui impose sa douleur pour que cesse le trauma dont est frappée l'écriture? Quel événement analogue réveille soudain la mémoire désactivée? Il semble que ce soit, de manière paradoxale, le traumatisme occasionné par le printemps de Prague 1968 qui débloque et féconde la thématique de la guerre. Aban Sabana David, 1970, Aurelia Steiner, 1979, L'. Amand, 1984, La douleur, 1985, Jan Andrea Steiner, 1992, Écrire, 1993, le thème du juif, et notamment de l'enfant juif, débordant par ailleurs largement cet ensemble. Pour instruire Marguerite Duras de la douleur, l'histoire est là. Mais pour la faire écrire sur les douleurs de l'histoire, elle ne suffit pas. Entre ce qu'elle nomme la fonction historienne et la fonction écrivante, elle requiert un temps de la latence qu'elle appelle la post-conscience. La post-conscience, ou région narratrice. L'écriture de l'histoire est conditionnée par le rapport qu'entretiennent le romanesque et le vécu. À l'inverse de la plupart des écrivains, tout se passe chez Duras comme si le personnage, et avant lui encore son nom, devait préexister à la conscience personnelle de l'auteur dont il appelle à lui l'expression comme un dû. Une phrase attribuée à Steiner dans Un homme est venu me voir rend bien compte de ce processus. Les événements de cette période ne s'étaient pas encore inscrits dans la conscience comme faisant partie de l'existence personnelle, mais plutôt comme des événements à la dérive en quête de personnages auxquels s'amarrer. La mise à distance temporelle de l'événement apparaît donc comme une étape nécessaire à l'élaboration du vécu comme matériau littéraire. Questionnée par Jean Schuster sur l'essence de l'écriture, Marguerite Duras lui répond en définissant le concept de post-conscience, qu'elle oppose à la conscience qui approuve ou rejette l'événement vécu, se l'approprie ou le refuse. Elle le développe par ailleurs ainsi. Une post-conscience dont le champ d'action serait plus vaste, une fonction spécifique qui, une fois l'événement approprié par la conscience, l'appréhenderait à son tour, l'installerait, l'intégrerait à la pluralité intérieure, à la communauté intérieure. Tandis que la prise de conscience est concomitante de la vie vécue, la fonction écrivante ne se déclenche que plus tard. Un décalage rigoureux est nécessaire à cette fonction historienne pour subjectiver, ou objectiver, les deux termes sont ici également valables, la vie vécue, la modifier, déformer jusqu'à la faire se plier aux exigences essentielles de l'histoire du moi. La conscience, c'est la porte d'entrée, c'est là où l'événement et le moi s'affrontent. La post-conscience ou région écrivante, ou narratrice, ou tout ce que l'on veut, c'est là, une fois la porte passée, que se fait la soudure de l'événement avec le moi, dans l'alliage clé de chacun. Telles sont les principales caractéristiques de la post-conscience durassienne. Mise à distance et traitement indirect de l'événement, recours systématique au romanesque, du moins jusqu'à l'amant, choix d'une situation individuelle, simplification des données et densité de la conscience émergeant du récit par îlot. Récit la nécessité de s'abstraire de la réalité ambiante pour créer selon son imagination, évoque le fameux paradoxe énoncé par Rousseau dans les Confessions qu'a lu et relu Marguerite Duras. Si je veux peindre le printemps, il faut que je sois en hiver, si je veux décrire un beau paysage, il faut que je sois dans les murs, et j'ai dit 100 fois que si jamais j'étais mis à la Bastille, j'y ferais le tableau de la liberté. Le cas de Duras diffère dans la mesure où l'acte créateur est n'apostrophe, et pas en contradiction avec le réel, mais en retard sur lui. Ainsi, l'événement, que ce soit la guerre de 39 à 45, les autres guerres du demi-siècle suivant, les faits politiques marquants, ou même l'expérience indochinoise de la vie coloniale et indigène tout à la fois, suscite toujours chez Marguerite Duras une prise de conscience immédiate, et souvent aussi, comme nous verrons ultérieurement, une prise de position. Cette prise de conscience est d'ordre politique mais elle est encore impropre à l'expression littéraire. C'est par l'action d'un décalage rigoureux, que certains lecteurs partisans de l'engagement direct de l'écrivain déploreront comme un inexplicable retard ou une singulière indifférence, voire un manque de conscience politique, que le moi de l'écrivain intègre progressivement l'histoire collective et la refond selon ses exigences essentielles. La mise à distance temporaire des faits peut aller d'environ 10 années, dans le cas de l'Indochine, à 40 dans celui de la guerre, mais n'en affaiblit pas pour autant l'impact.
L'impression semble conservée à l'état brut jusqu'à ce qu'elle soit donnée à l'écrit, et cristallisée sur un personnage et sur son nom. Duras refuse dès lors tout réalisme. Aussi fait-elle dire à Riva, la Française de Nevers, qu'elle sait tout d'Hiroshima, qu'elle en a tout vu, tout, parce que la mort du jeune soldat allemand qu'elle a aimé au prix de l'opprobre général l'a ouverte à l'horreur universelle. Dans le même esprit, elle dénie à l'espèce humaine le témoignage écrit par Robert Antelme sur sa déportation 2 ans après l'épreuve subie à Dachau, le pouvoir de tout dire sur l'événement. Il a écrit un livre sur ce qu'il croit avoir vécu en Allemagne, l'espèce humaine. Une fois le livre écrit, fait, édité, il n'a plus parlé des camps de concentration. Entre la liquidation immédiate de la douleur par l'écriture, et la culture muette de cette douleur dans l'attente de l'évidence de l'écriture, tout s'oppose en effet. La post-conscience assume cependant une importante fonction littéraire. En entretenant la douleur de manière obsessionnelle, elle en fait une source créatrice toujours vive et par là même inépuisable. La récupération littéraire d'Hiroshima est exemplaire de la manière dont Marguerite Duras ne suit pas l'historicité de l'événement, mais le plie à son ordre et à sa finalité. J'ai mis face au chiffre énorme des morts d'Hiroshima l'histoire de la mort d'un seul amour inventé par moi. Ainsi s'opère le traitement du politique par le mythe, et avec lui, l'accès au sens profond de l'histoire à partir de l'histoire d'une douleur individuelle. Mais l'exigence du discours sur l'histoire est bel et bien conditionnée par les exigences essentielles du moi. De plus en plus accaparée par le processus de génération de l'écriture, Marguerite Duras cherche à rejoindre l'état qui préexiste à la réflexion et qui invite à se demander dans quelle mesure il n'est pas incompatible avec des considérations de type historique et politique. Rejoindre l'état qui précède la réflexion. La réflexion est un temps que je trouve douteux qui m'ennuie. Si vous prenez mes personnages, ils précèdent tous ce temps-là. C'est sans doute l'état que j'essaie de rejoindre quand j'écris. Moins cartésienne qu'intuitive, proche en cela de Proust et des surréalistes, Marguerite Duras fait peu de cas de la réflexion et de l'intellectualisation, leur préférant l'étape antérieure qui se situe aux marges de l'inconscient, celle du frémissement de la conscience ou d'une révélation intérieure. Progressivement, son œuvre va se vider d'idées et s'enrichir d'émotions. Or le sujet politique présuppose une prise de conscience accomplie dans la réflexion et vise, par l'exposé de faits perçus comme authentiques, à provoquer une réaction intellectuelle. Ainsi procèdent, de Hugo à Aragon, de Brecht à Sartre, tous les écrivains engagés. Duras se définit différemment. Elle convie le lecteur dans cette région indécise des états d'âme où prend forme l'idée. Elle est en cela, tout le contraire d'une intellectuelle. Cette déclaration de Gérard Depardieu, son partenaire dans l'aventure cinématographique et politique du camion, dans ses lettres volées, oppose également sa démarche empirique aux approches dialectiques. Un intellectuel se serait expliqué, toi, tu trouves. En faisant l'économie de l'analyse, étape pourtant incontournable de l'expression d'un problème politique, elle rejette en fait les méandres d'un temps douteux et une lenteur qui l'ennuie. Elle se refuse à assagir l'émotion, se déclarant même incapable de le faire. Elle privilégie l'expression brute, souvent brutale, irrationnelle, souvent déraisonnable, jaillit tout droit de l'émotion. Son art poétique se fonde sur la force native de l'émotion et la forme première de l'écrit. Cependant, en dépit de la quête qui l'anime, est-il possible à Marguerite Duras, quand elle touche au domaine des idées, de se passer pour autant d'idées ? Quelle peut être, quand elle aborde des sujets qui touchent à l'actualité, à la politique, à l'histoire, l'expression de l'émotion pure, non assagie ? Elle répond à ces défis de l'écriture par l'exercice de la colère, laquelle secoue notamment son œuvre autobiographique et journalistique. Il est évident que les articles qu'elle publie sont plus polémiques et pamphlétaires que ses œuvres littéraires, d'abord parce qu'elle les écrit dans des journaux politiquement marqués, en l'occurrence à gauche, ensuite parce qu'elle réagit à chaud à l'actualité qui l'émeut, enfin parce que sa voix y est plus personnelle et plus directe que ne l'est ordinairement celle du narrateur, et même que celle de ses personnages. Mais Marguerite Duras ne dissocie pas l'écriture journalistique de l'écriture littéraire et déclare ne pas être différente dans ces deux circonstances. Il est un fait que les mêmes thèmes et les mêmes termes s'y retrouvent, et que sa conception de plus en plus affirmée d'une écriture courante, sans retenue ni correctif, est propice au jaillissement des émotions brutes et toujours brutales,
à l'expression des réactions outrées et aux redites obsédantes qui constituent l'écriture de ces colères politiques fortes comme la foi en Dieu. Ne pas assagir l'émotion ou des colères politiques fortes comme la foi en Dieu. Rien ne semble pouvoir assagir Marguerite Duras, ni atténuer la force des émotions qui la font écrire. À 71 ans, elle écrit encore « Je ne sais pas ce que c'est la non-violence, je ne peux même pas me la représenter. La paix avec soi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne fais que des rêves tragiques, de haine ou bien d'amour, donnant comme illustration à cette violence intrinsèque qu'après le meurtre de Michel Serra, retenue longtemps en otage au Liban, elle est restée 3 jours dans la haine, le besoin de tuer, 3 jours avec le poignard, le sang, et à l'aise pas dégoûtée. De cette violence verbale ici paroxystique, témoignent nombre de ses romans autobiographiques. L'amant, la douleur, écrire, et de ses entretiens édités, Les parleuses avec Xavier Gauthier, ainsi que celui avec Michel Porte qui fait suite au camion, et des articles qu'elle a publiés, principalement dans l'Autre Journal, le 14 juillet, et Libération, journaux dits de gauche dans lesquels elle a développé un style pamphlétaire à la manière de Céline dans ses propres vociférations politiques. Elle y pratique l'insulte pour sa violence émotionnelle et sa fonction cathartique provisoire. L'insulte, c'est aussi fort que l'écriture. C'est une écriture mais adressée. J'ai insulté des gens dans mes articles, et c'est aussi assouvissant qu'écrire un beau poème. Pourtant, chez Marguerite Duras, la haine est le produit de l'amour, comme la colère est celui de la douleur. Elle vise un groupe, social ou idéologique, ou un être défini par sympathie pour un autre. Dans l'expression de l'émotion totale, le cri, un des thèmes récurrents de son œuvre, est aussi le terme le plus propre à conjuguer la douleur et la colère. De cette écriture hurlée, elle fera écrire qu'elle définit ainsi. Ce livre n'est pas un livre. Ce n'est pas une chanson. Ni un poème. Ni des pensées. Mais des larmes, de la douleur, des pleurs, des désespoirs qu'on ne peut pas encore arrêter ni raisonner. Des colères politiques fortes comme la foi en Dieu. Plus fortes encore que cela. Plus dangereuses parce que sans fin. Face aux grands événements comme à ceux de l'actualité, une telle sensibilité, chargée d'émotions et de violence, habituée à se sentir concernée par tout et à se mêler de tout, va faire éclater ses colères politiques contre des cibles précises dont la diversité n'est pas sans receler une certaine cohérence. Distinguons les colères qui sont politiques et historiques, de celles qui sont politiques et éthiques. Ainsi, l'expérience de femme de déportée lui inspire la haine des Allemands et de Gaulle, en qui elle reconnaît le mensonge majeur, celui fait au peuple. Mensonge contre lequel l'a dressé l'Indochine coloniale de son enfance et dont elle accuse à différents degrés les administrateurs coloniaux, le Parti communiste et la droite française. La colère contre les Allemands qui éclate en 1944, à l'arrestation de Robert Antelme, sous la forme du désir fou de tuer la nation allemande jusqu'au dernier nazi. De les massacrer tous, jusqu'au nombre entier des habitants de l'Allemagne, le supprimer de la terre, faire que ce ne soit plus possible, est resté intact dans cette déclaration de 1993. J'ai pensé aux Juifs. J'ai haï l'Allemagne comme au premier jour de la guerre, de tout mon corps, de toute ma force. De même que pendant la guerre, à chaque Allemand dans la rue, je pensais à son meurtre par moi opéré, par moi inventé, perfectionné, à ce bonheur colossal d'un corps allemand par moi, tué. Dans cette expression d'un fantasme sadique récurrent, quelque peu mimétique du raffinement nazi, la syntaxe chaotique et la ponctuation affective traduisent ou trahissent la perturbation émotionnelle. De même, toute perturbation psychique entraîne chez Marguerite Duras des hallucinations mettant en scène les nazis. Ainsi confie-t-elle à Yann Andrea pour Libération, le 4 janvier 1983, Q' au cours d'une crise de délirium, chez elle, des jeunes gens prêtaient serment à Hitler, des SS sur un balcon inventé, devant des fenêtres de son appartement, entendu Wagner et des hymnes hitlériens. Plus généralement, elle jette l'anathème sur tout ce qui est allemand, les officiers, les bombes, la batterie qui a tué le jeune homme de 20 ans le jour même de la paix, les plaines, les hécatombes, les poubelles exhumées dans le parc de la maison de Naufle-le-Château et qui contiennent beaucoup de coquilles d'huîtres, des boîtes vides de denrées chères, avant tout de foie gras, de caviar, et de la porcelaine cassée, bleue, du bleu innocent des yeux de certains de nos enfants. Et la langue allemande elle-même ? À partir de la haine irrémissible que j'ai vouée aux Allemands après la guerre, à toute chose allemande sous le ciel,
je ne peux pas entendre la langue allemande pourtant si belle sans me souvenir. Cela à cause des Juifs. L'amour inextinguible qu'elle porte aux martyrs et aux enfants juifs, fauchés dans la double innocence de leur conscience et de leur âge, entretiendra cette colère politique majeure. De Gaulle, laudateur de la droite, De Gaulle, contempteur du peuple. À 2 reprises dans la douleur, et sans s'en prendre par ailleurs à Pétain ou au gouvernement de Vichy, Marguerite Duras fustige le général de Gaulle. Son offensive s'inscrit dans la ligne de celle du mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés, le MNPDGD, qui tente, après la libération, de discréditer le gouvernement en organisant des manifestations, certaines en vêtements rayés, pour protester contre l'inadéquation des mesures de rapatriement. Les griefs relèvent essentiellement d'une divergence idéologique. De Gaulle est d'une part le laudateur de la droite par définition, d'autre part un ennemi du peuple qu'il voudrait saigner de sa force vive. Il favorise la classe des privilégiés pour des raisons électorales et par affinité sociale et méprise le peuple dont il se méfie. On s'occupe aussi du rapatriement des prisonniers de guerre. On a parlé de mobiliser les voitures civiles et les appartements, mais on n'a pas osé, de crainte de déplaire à ceux qui les possèdent. De Gaulle n'y tient pas. Il a dit aussi, parmi les points de la terre que le destin a choisi pour y rendre ses arrêts, Paris fut en tout temps symbolique. Il l'était lorsque la reddition de Paris en janvier 1871 consacrait le triomphe de l'Allemagne prussienne. Il l'était lors des fameux jours de 1914. Il l'était encore en 1940. Il ne parle pas de la Commune. Il dit que la défaite de 1870 a consacré l'existence de l'Allemagne prussienne. La Commune, pour De Gaulle, consacre cette propension vicieuse du peuple à croire à sa propre existence, à sa propre force. Le peuple voudrait faible et croyant, il le voudrait gaulliste comme la bourgeoisie, il le voudrait bourgeois. Plus tard il dira, la dictature de la souveraineté populaire comporte des risques que doit tempérer la responsabilité d'un seul. Est-ce qu'il a jamais parlé du danger incalculable de la responsabilité du chef ? De Gaulle a décrété le deuil national pour la mort de Roosevelt. Pas de deuil national pour les déportés morts. Il faut ménager l'Amérique. La France va être en deuil pour Roosevelt. Le deuil du peuple ne se porte pas. Portant sur De Gaulle le regard d'une communiste doublée d'une femme de déportée, elle s'élève contre son indifférence aristocratique à l'égard de ses victimes nationales, et lui reproche d'avoir confisqué la résistance et la victoire. De Gaulle n'a jamais parlé de ses déportés politiques qu'en 3e lieu, après avoir parlé de son front d'Afrique du Nord. Le 3 avril, De Gaulle a dit cette phrase criminelle, « Les jours des pleurs sont passés. Les jours de gloire sont revenus. Nous ne pardonnerons jamais. » De Gaulle ne parle pas des camps de concentration. C'est éclatant à quel point il n'en parle pas, à quel point il répugne manifestement à intégrer la douleur du peuple dans la victoire, cela de peur d'affaiblir son rôle à lui, De Gaulle, d'en diminuer la portée. Maintenant que De Gaulle est au pouvoir, qu'il est devenu celui qui a sauvé notre honneur pendant 4 ans, qu'il est en plein jour, avare de compliments envers le peuple, il a quelque chose d'effrayant, atroce. Il dit, tant que je serai là, la maison marchera. De Gaulle n'attend plus rien, que la paix. Il n'y a que nous qui attendions encore, d'une attente de tous les temps, de celle des femmes de tous les temps, de tous les lieux du monde, celle des hommes au retour de la guerre. L'entreprise de démystification à laquelle se livre Marguerite Duras dans la douleur envers le général, s'inverse à l'égard de François Mitterrand. Le double lien que fondent l'activité résistante et le sauvetage de Robert Antelme au cours de l'épisode rapporté dans la douleur, forge une estime indéfectible, qui se traduit par un enthousiasme sans réserve pour le leader politique. Dans la gauche, il y avait Bérégovoy que personne ne remplacera. Le Bérégovoy numéro 1, c'est Mitterrand qui ne ressemble à personne non plus. Comme pour l'homme qu'elle présente en fou de la vie, doué d'une faculté d'étonnement et de surcroît simple, direct, naturel. Le grief de mensonge majeur, celui fait au peuple, nourrit aussi un ressentiment tenace à l'encontre de l'administration coloniale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.